Pour me rendre dans la ville d'Abidjan coupée du monde, pas d'autre moyen que d'embarquer à bord d'un hélicoptère privé. Toutes les frontières du pays sont fermées, c'est l'état d'urgence. En route, le pilote longe la côte pour éviter les tirs. Première image. L'aéroport est désert, ou presque. Ils sont une poignée à être bloqués là depuis une dizaine de jours. Le problème, c'est pas d'arriver ici, le problème, ça va être de circuler après. Et de sortir d'ici. Vous avez certainement besoin d'escorte et de protection, parce que on sait pas, on peut pas circuler, les gens sont agressés, les voitures se font voler. Je sais pas où on est. Pas question de sortir de l'aéroport par mes propres moyens. Trop dangereux. Des miliciens quadrillent Abidjan. Les militaires français, eux, sécurisent l'aéroport. Les forces spéciales vont me transférer jusqu'à leur base, au sud de la capitale. Ces hommes, je ne les reverrai pas, mais dans quelques jours, ils faciliteront l'arrestation de Laurent Gbagbo. Premier arrêt, le camp militaire français de Port-Bouët. Ici, 2000 ressortissants étrangers sont à l'abri. Tous ont fui les combats. C'est avec eux que je vais passer ma première nuit avant de pouvoir sortir dans la ville. Que s'est-il réellement passé dans les rues d'Abidjan? Mon guide, c'est lui. Il travaille pour une société de sécurité privée, le 911. Il s'appelle Claver. Il sera mon garde du corps. Il connaît parfaitement la ville. Très vite, j'aperçois des hommes en armes. Ils s'affairent autour d'une camionnette. C'est qui ces mecs en uniforme là? Ceux qui sont avec les machettes, c'est les pieds, ils sont quittés pieds. Claver est sur ses gardes. À tout moment, notre voiture peut être prise pour cible. 3 personnes viennent d'être abattues. Les corps sont toujours là. Certains préfèrent abandonner les quartiers les plus dangereux. Et tous les gens qu'on voit là, ce sont des gens qui s'enfuient? Ils s'enfuient, oui, ils sont en train de quitter le plateau. Quitter le plateau pour trouver refuge à Trècheville. Comme c'est une zone qui est plus sécurisée. Difficile de savoir qui contrôle cette zone. Vas-y, avance, avance. C'est Ouattara là ou c'est Gbagbo? Là, c'est Ouattara. Ouattara aussi? Oui, toute cette zone-là, c'est Ouattara. Là, vous avez donc cassé ça par derrière, les magasins. Parce qu'ils ne peuvent pas derrière, donc ils ont cassé le mur pour entrer. À notre passage, des pillards s'enfuient. Notre voiture dérange. Nous pourrions être un ennemi. Je décide de continuer à pied. Mon garde du corps se présente à des civils en armes qui semblent tenir le quartier. Oui, ça va. Comment ça se passe là dans le quartier? Bonjour. Ouais, ça va. C'était chaud hier. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et là les gens, tu peux me raconter ce qui se passe? Ils sont en train de piller parce qu'ils ont faim, c'est ça? Ouais, ils ont faim, ils sont en train de piller, les gens sortent. Alors ici, ils sont venus hier, on les a repoussés d'une manière violente. Ouais. Ils sont partis, ils sont allés derrière là-bas pour piller un magasin de sucre. Ouais. Donc ça fait 3 jours, les gens pillent, les sucres sortent. Bon, la situation est intenable. Hein? Ouais. De l'autre côté de la rue, l'entrepôt de sucre n'en finit pas d'être pillé. Sabres, machettes, couteaux, chacun défend son butin. Vous voyez tous ceux-là, ils vont piller, ils pillent, parce que quoi, ils ont faim. En un mois, les prix ont été multipliés par 3. Alors, tout est bon à prendre. Des pneus, comme du carrelage. Ici, un entrepôt de matériel sanitaire a été dévalisé. Et les gens récupèrent encore des choses? Oui, mais là, ils récupèrent encore des choses. Pour faire quoi? Parce que là tout est cassé. Oui, mais les carreaux cassés, là, Ça peut servir? oui, ça peut servir. Et vous madame, pourquoi vous récupérez un peu de carrelage? C'est pour les toilettes? Oui. Pour chez vous? Oui. D'accord. Comme on n'a plus rien à faire avec ça. Donc vous
ramassé des petits morceaux pour refaire les toilettes chez vous? Oui. Sur plusieurs kilomètres, tout est détruit. Mais il reste toujours quelque chose à prendre. Non, moi, je cherche à manger, puis où je vais trouver, je le prends. Parce qu'il y a encore la force pour prendre. J'ai encore la force pour prendre, pour donner ça à ma famille. Abidjan est hors de contrôle. Alors, chacun à sa manière, essaye de protéger ce qui peut encore l'être. Qu'est-ce que tu viens chercher, petit? Qu'est-ce que tu viens prendre? De l'acier? C'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir vendre. Pour le vendre? Tu peux gagner combien avec ce que tu prends là? 500. 500 francs CFA? 500. 500 francs. Ouais. Entendez, 80 centimes d'euros. Les bureaux de la compagnie Orange Télécom, une entreprise française, ont été mis à sac. C'est terrible, hein, monsieur, ce qui s'est passé là. Très terrible, vraiment. Ah là là. Je n'ai jamais imaginé ça, vraiment. Ouais. Bah, pourquoi avoir pillé des bureaux? Parce qu'il n'y a rien à manger dans les bureaux. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai réussi à sortir. Ouais. Ouais, vraiment, les dégâts me dépassent. Ouais. Je ne s'attendais pas à ça en Côte d'Ivoire, vraiment. Des factures, des contrats d'abonnement jonchent le sol. Combien de temps faudra-t-il pour remettre le pays en marche? Des pillages, mais aussi des exactions. Ici, un véhicule avec 3 cadavres calcinés. Partisans de Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara, impossible de les identifier. Mais une chose est sûre, le pays reste partagé. Alassane n'a pas gagné dans ce pays-là. Monsieur, arrêtez de fumer. C'est Gbagbo qui a gagné. Il faut filmer. C'est Gbagbo qui a gagné. Alors, pourquoi il n'y a pas de compter? Mais qui ce Ouattara? Il n'a qu'à le redresser sa bouche. Sa bouche c'est tort. Il n'a qu'à le redresser ça. Non, on ne le peut pas. On ne peut pas Ouattara. C'est un salaud. Ça va? Ouais, ça va. La sécurité est mieux? Oui, oui, c'est propre, c'est propre. C'est un peu plus propre, hein? Oui, c'est propre. Ouais. Ici, en ce moment, nous on a besoin d'Alassane, on n'a pas besoin de Gbagbo. Ouais, c'est ça. Ouais, on veut que Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir. Ouais. On veut la paix en Côte d'Ivoire ici. Ouais. On ne veut pas guerre civile ici. Plus loin, c'est la bataille pour l'eau que je découvre. Il n'y a pas l'eau. Dans le sud de la capitale, le réseau de distribution ne fonctionne plus. Certains parcourent plus de 10 km pour quelques litres. De l'eau, une grande partie de la ville en manque, parfois cruellement. Je vais m'en rendre compte. Je suis maintenant dans le quartier du Plateau, le quartier des affaires et des ambassades. Au plus près des combats, près du palais présidentiel et de la résidence de Laurent Gbagbo. Pour y arriver, il faut traverser plusieurs barrages. Passer devant une caserne militaire tenue par les derniers fidèles de Gbagbo. Garde républicaine, à la caserne en face. Vas-y, passe vite. Puis traverser le pont Charles de Gaulle. Donc là, on est sur le plateau Claver. Oui, on est sur le plateau. Oui. Donc là, c'est une zone où il y a eu beaucoup de combats. Hein. Oui, apparemment, oui, il y a eu beaucoup de combats. Oui. Soudain, au bout de la rue, je découvre des personnes par centaines. On va aller les voir. Hein. Ouais, allez-y. Oui. Hommes, femmes, enfants, presque un camp de réfugiés. Et pourtant, c'est une ambassade. Les diplomates ont fui, reste une population prise au piège. Ils sont 2000, tous maliens. Pour eux, pas de sécurité, personne pour les protéger. Denise est ivoirienne, elle habite le quartier et tente de leur apporter un peu de réconfort. Vous, madame, vous êtes venue ici pour essayer
apporter un peu de tout. Il n'y en a pas à manger, il n'y a pas d'eau. C'est l'eau de la Guine, c'est l'eau de la Guine. C'est l'eau de la Guine, si on allait là, il va nous tuer. Mais ils vont tomber malades par fini. Ça, c'est maladie. Par fini, les gens seront malades. Des hommes et des femmes à bout de force. Puis ils m'entraînent au sous-sol de l'ambassade. C'est là que les plus faibles se terrent. Il fait 50 degrés. L'odeur est pestilentielle. Partout des ordures. Même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça. Même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça. On mange ici, mais regardez ces bébés. Un appel au secours. Un cri de désespoir. Traumatisés par les combats, certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis une semaine. Il y a tout dedans. Pas de manger. Il n'y a pas de lait. Et pourquoi vous restez dans la cave? On a peur de sortir. On tire dessus. on dessus. Les malades se comptent par dizaines. Regarde les hommes couchés dans le prisonnier. Ils sont malades. Ils sont les malades du là. Quelques téméraires ont tenté de fuir. Mais à chaque fois, les tireurs isolés de Laurent Gbagbo ont eu raison de leur audace. À l'arrière de l'ambassade, 2 cadavres. La mort rôde. Combien de temps vont-ils encore tenir? Le lendemain, c'est avec des civils en armes, des miliciens que je sillonne la ville. Eux disent soutenir le président Ouattara. Ils n'ont qu'une obsession, déloger Laurent Gbagbo et ses partisans. Vous êtes dans le fond, même si c'est 1000 ans. Tant qu'elle n'est pas partie, on ne te pose pas. La plupart de ces hommes ne sont pas des soldats. Ces armes, ils viennent de s'en emparer. Mohamed Touré est le chef de ce commando, baptisé Tonnerre. Il se fait appeler général par ses hommes. Écoute, fais mouvement. Il dit avoir une mission, protéger la population. Cible ces dernières semaines de combats opposant les milices de Laurent Gbagbo aux forces du président Ouattara. Il faut rentrer à droite. Et nous avons commencé d'ailleurs à désarmer tous ceux qui n'ont pas le droit d'être armés. Nous allons le faire. Depuis 10 jours, les règlements de compte se multiplient en ville. Partout, des groupes armés. 2 coups de feu claquent. La patrouille s'arrête. Un 4x4 bloque la rue. Des hommes en armes sortent du buisson. Avec un blessé. Amis, ennemis, tout le monde s'observe. Profitant de la confusion, je m'approche. C'est qui là qui est touché? Elle est blessée. Je peux voir, je peux parler 2 secondes? Visiblement, la présence de ma caméra dérange. C'est un blessé, commandant? Oui, c'est un... Il est tombé quand? Personne ne veut me donner de réponse. Un peu plus loin, je retrouve le 4x4, stationné devant un camp de l'ONU. Le milicien cagoulé interpelle les casques bleus. S'il vous plaît les gars, soignez-le. S'il vous plaît, soignez-le. Il y a un blessé. Il y a un homme blessé. Il a besoin d'un docteur. On a besoin d'un médecin, c'est urgent. S'il vous plaît. Prévenez quelqu'un. Un deuxième blessé arrive. Étrange. Ma caméra aurait-elle interrompu des exécutions sommaires? Attendez.
Tu étais blessé comment? Il dit qu'il m'a libéré et en fait il m'a tiré dessus. Dis la vérité, tu mens. Tu étais en train de piller. Tu entends? Tu es un pilleur, voire ennemi d'eux. Il n'y a plus de doute. Le milicier en cagoule est celui qui leur a tiré dessus. Les casques bleus décident finalement de prendre en charge les deux blessés. Ouais, faites-les rentrer. L'homme au t-shirt noir va s'effondrer. Il décédera quelques minutes plus tard. Sous les yeux du commandant, le meurtrier file à bord de son 4x4. Ces milices agissent en toute impunité et sèment la terreur. Ici, la loi, c'est eux. Mohamed et son commando contrôlent désormais le commissariat de la zone 4. Et devant les quelques ressortissants étrangers restés en ville, ils se veulent rassurants. Et puis le 09, mon 09 là, rappelle-moi là, 09 93 38 23. 93 38 23. Reprenez vos activités, il faut que le pays tourne. Ok? On va vous sécuriser, on est là pour ça. On n'a pas encore fini, mon âme. Qui est celui qui se fait appeler une fois commandant ou général? Seule certitude, il travaille pour le ministère de l'Intérieur du président Ouattara et son discours politique est bien rodé. Ça, c'est un ancien commissariat. C'est un commissariat, ne dis pas ancien, c'est un commissariat. D'accord. On a commencé, qui a été saccagé, parce qu'au fait, un moment pour la population, une partie de la police incarnait la force de répression de M. Gbagbo Laurent. Depuis décembre, alors que Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir, ils se battent. Vous avez récupéré un peu de munitions, des armes? Ça, c'est des calages que vous avez saisis? On a saisi, oui. Pour eux, pas d'autre solution que la violence. Vous savez, actuellement, ce n'est pas surtout un travail de police, c'était surtout un travail de guérilla urbaine, et puis c'était la guerre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réactions normaux. Il y a eu trop de morts? Mais c'est normal, c'est un pays où il y avait un dictateur qui avait armé des miliciens, qui a pris des milliers de mercenaires, qui avait endoctriné une minorité de l'armée, qui avait gardé les poudrières pour eux. Mais il y a eu la guerre. Quand il y a la guerre, il y a quand même un peu de morts. Et pour combattre, ils s'en sont donné les moyens. C'est ça, on vient pouvoir le faire. Un peu plus tard, Mohamed veut m'emmener dans son fief, le quartier de Koumassi. Ici, chacun soutient à sa manière le président Ouattara. Qu'il soit victime du régime Gbagbo ou bien résistant. Voici une tante, elle est civile. Elle n'a rien à voir avec n'importe quelle opération. Mais étant une mère de famille, sachant que les blessés ne peuvent pas faire leur convalescence à l'hôpital et qu'ils risquent de se faire assassiner, elle a coulé des larmes. Elle a dit, tant que vous avez des blessés ou des convalescents, amenez-les, je vais m'occuper. Venez. Vous voyez là? Ils l'ont canardé carrément. Bonjour monsieur. Avec un bidon. Monté d'un 12-7. Ils sont arrivés à 4-4. Directement, ils sont arrivés et il y a deux qui ont commencé à tirer. C'était qui les gens qui vous ont tiré dessus? Ils sont arrivés en entrée. C'était des policiers, des militaires? Des militaires, très militaires. Plutôt du camp Gbagbo? Affirmatif, oui. Ouais. Et vous ont rafalé? Ils ont rafalé. Pourquoi? Ils vous ont demandé des choses? Ils ne m'ont pas demandé. Ils ne m'ont pas demandé. Ils étaient au moins de 5 mètres de moi et ils ont commencé à rafaler. Le plan qu'il y a eu. S'agit-il d'un civil ou d'un combattant? Impossible de le savoir. Mais une chose est sûre, il y a bien eu des tueries. Ça, c'est la garde républicaine qui a tiré des roquettes sur des manifestants à main nue. On va vous montrer tout à l'heure l'endroit. Là aussi, impossible de vérifier leur version. À main nue. Restent des images insoutenables.
C'est arrivé à côté d'ici? Pas trop à côté d'ici, pas trop loin. On va vous montrer la Ils ont tiré comme ça des roquettes sur les civils. Parce que les civils étaient en train de faire une marche pour demander à Gbagbo Laurent qui a perdu les élections sous parti. Manifestaient sans armes. Ils sont arrivés avec des lance-roquettes. Ils ont tiré sur la foule. Je dois quitter les lieux. D'autres miliciens, armés de bazookas, sont signalés dans le quartier. C'est là que je me sépare de Mohamed et de son commando. Dans Abidjan, il y a bien des militaires, dont le mandat est de protéger les civils. C'est entre autres la force Licorne. Des soldats français. Je vais suivre leur mission principale. Récupérer des expatriés qui ont appelé au secours. Il y a 2 pick-up et il y a des gens qui nous font signe de ne pas y aller. On va faire le tour. Demi-tour en urgence. Tout est fait pour éviter la confrontation. Bourgie. Vous avez appelé Oui, ils viennent de nous appeler là. On était en ligne avec eux. Je suis avec eux. Je suis avec la force Licorne là, sur la grande avenue. Ouais. Voilà. L'épouse et la fille de M. Bourgie sont évacuées. Vous avez juste le papier, madame? Oui. Les 2 passeports. Oui, on est résidents français. Il n'y a que madame qui vient, vous venez pas? Oui, elle et ma fille. Lui reste. Il tient à protéger ses affaires. Je suis obligé. Que Dieu vous protège. Allez, bisous. Vous connaissez le numéro? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Dans le véhicule blindé français, Nadine s'inquiète pour son mari qu'elle laisse derrière elle. Les derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Rentre. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il fait dehors? Si vous avez soif, on a de l'eau. C'est le plus dur, c'était hier après-midi. Et ce matin, c'était trop. C'était atroce ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a eu des tirs, mais on sentait que c'était autour. On dirait que c'était dans la maison. Si elles sont déjà loin, pour ceux qui restent, la vie à Abidjan reprend peu à peu son cours. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Je vois qu'il y a des Français qui sont restés fouillés, on n'est pas partis. On n'est pas restés fouillards. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nicole et Alain habitent la Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Ils n'ont pas voulu quitter le pays et ils ressortent pour la première fois. Ils ont pillé quoi ici, la station? Je sais pas, hein. Moi, ils ont trop pillé ici. Aujourd'hui, mais dans la semaine. Moi, ils sont cachés. Vous reprenez aussi le travail, vous? Pardon? Vous reprenez le travail aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a repris. Avec beaucoup de volontaires. Non, ça, c'est pas pour ça, parce que moi, je peux pas porter ça à 25 kilos. Allez, on passe ça. Ici? Oui, attends. Solidarité oblige, ils viennent ravitailler une amie. Une Française de 78 ans qui, malgré les crises successives, n'a jamais pu se résoudre à partir. Elle vit ici depuis 40 ans. Bonjour. Bonjour. C'est terrible pour un visite jusqu'à chez vous. Oh, puis alors tu viens avec le reporter? Oui. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Bon, j'ai pris des conquêtes, mais c'est pas forcément celles que vous donnez d'habitude. Hein. On fait avec, hein. Faut acheter les journaux. Ici, on l'appelle affectueusement la vieille. Elle croit encore à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, avec mes enfants. Et alors, comment vous avez vécu cette semaine un peu terrible, vous, personnellement? Très, très anxieuse, en priant. En priant, puis ma foi, on va voir la suite. Ouais. J'espère qu'elle sera bonne. Ça vous fait mal au cœur de voir tout ça? Ça fait mal au cœur parce que quand on a connu une Côte d'Ivoire comme je l'ai connue et qu'on la voit comme ça maintenant, c'est d'une tristesse. Ouais. Et puis tous ces morts, là c'est grave. Tous ces morts. Ouais. Pour rien en fin de compte. Alors, c'est pour le journal ou la télé? 24 heures plus tard, Laurent Gbagbo sera arrêté.
Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes rentré dimanche dernier d'Abidjan. Auparavant, vous avez été en Libye, vous avez été en Tunisie, ainsi qu'en Égypte. Vous avez couvert la révolution arabe pour envoyer spécial. En quoi est-ce que cette fois-ci, vos conditions de sécurité et de tournage étaient différentes ? Là, on n'est pas dans un conflit de type armé avec des lignes très définies. Abidjan était une ville au bord de la guerre civile. Pour vous donner juste une idée de l'ambiance qui régnait en ville, quelques jours avant que j'arrive, des prisons ont été ouvertes. Des commissariats, des casernes militaires ont été pillés, donc des milliers de gens se sont retrouvés avec des armes aux mains. Et on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas à qui on a affaire. Et donc pour travailler dans ces conditions, il est impossible de se retrouver seul dans la ville. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant 5 jours avec un gilet pare-balles parce qu'on n'est pas à l'abri d'une balle perdue. On passe directement, on peut passer en une ruelle d'un quartier tenu par les partisans de Ouattara aux partisans de Gbagbo. Et sans le savoir. Sans le savoir. Donc pas question d'être seul à l'extérieur. Il fallait être accompagné soit d'un garde privé, c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté une compagnie de sécurité privée, ou alors d'aller contacter une milice, c'est ce que j'ai fait également, ou alors de se retrouver en ville avec les militaires français. Alors on voit bien dans votre reportage ces scènes de violence, ce chaos dans la capitale. On sait qu'aujourd'hui des pillages continuent dans certains quartiers d'Abidjan. Est-ce que malgré les signaux d'apaisement donnés par le président Ouattara, est-ce que la réconciliation est possible dans les prochains mois en Côte d'Ivoire ? Ça va être difficile. Ouattara a déclaré hier qu'il se donnait 2 mois pour pacifier le pays. Alors, faut pas oublier, il y a eu des exactions qui ont été commises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pas du tout sur la ville d'Abidjan, où on accuse des partisans de Ouattara. Donc déjà, il va devoir peut-être sanctionner les gens de son propre camp. L'autre chose, c'est qu'Abidjan est une ville qui a été en prise aux violences et au chaos. Et la population ressort complètement traumatisée. Il y a une vraie urgence humanitaire. Et aujourd'hui, dans cette ville, par exemple, il n'y a plus d'accès aux soins, il n'y a pas de médicaments. Les CHU sont complètement dévastés. Donc la première chose, c'est tout de suite d'amener des médicaments et que les gens puissent se faire soigner dans l'urgence. Ça, c'est le premier défi de Ouattara. Le deuxième, c'est de désarmer toutes ces milices. Alors, ça va être compliqué pour lui de le faire seul. Aujourd'hui, il y a une force militaire. Il y a 2 forces militaires. Il y a celle de l'ONU. Elle est épaulée par les militaires français. Donc, ils sont en train aujourd'hui de patrouiller dans certains quartiers d'Abidjan. Ils patrouillent ensemble. Ils patrouillent ensemble. Et c'est l'ONU et les militaires français qui risquent de désarmer dans les semaines à venir ces milices. Et l'autre défi de Ouattara, c'est de composer avec tous les anciens généraux qui ont été fidèles à Gbagbo jusqu'au dernier moment. Le chef d'état-major de l'armée, le général Mangou, ou le chef du SECOS, qui est une unité d'élite, qui était le cœur du régime sécuritaire de Laurent Gbagbo, se sont battus avec le président Gbagbo jusqu'au dernier moment. Et aujourd'hui, ils ont fait allégeance à Ouattara. Comment vont-ils travailler dans l'avenir? Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Donc le chemin risque d'être long. Le chemin risque d'être très très long. Merci.